Pour vous, le sexe, c'est quoi? C'est mon gagne-pain, voilà. Je préfère le business du sexe que des armements. Je préfère encore regarder ça que des films de violence. J'étais plus choqué par Orange Mécanique que par l'avocate, n'a pas de culotte ou autre. Non, c'est plus marrant. Regardez cette image, cette lumière, ce cadrage, c'est joli, quoi. Faut pas oublier que vous avez quand même 50% des Français adultes qui consomment plus ou moins régulièrement de la pornographie. On dit toujours, le grand public est prêt à payer pour le foot et pour le X. C'est le marché du fantasme. C'est ça. Ils se payent leurs fantasmes, ils ont ce moyen, donc c'est un marché qui fonctionne plutôt bien, et pour les hommes et pour les femmes. Alors pour vous, le corps d'une femme, c'est un produit? C'est un job, et les filles s'en accommodent. Pour moi, c'est effectivement un produit. On a toujours fait commerce du sexe, ça je le savais. Depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes ont échangé leur corps contre quelques billets. Mais aujourd'hui, notre libido est devenu un commerce international de plusieurs milliards d'euros. Et depuis que j'ai commencé mon enquête sur ce marché planétaire, j'ai l'impression de voir du sexe partout. Dans la sphère publique, dans la vie privée, dans la politique, dans l'économie, dans le sport, tout se vend dans le sexe. On en parle comme s'il s'agissait d'un produit de consommation, de lessive ou de yaourt. Dans ce commerce d'un genre particulier, on trouve des êtres humains et des objets design coquins, des PME et des multinationales cotées en bourse. Pour comprendre comment notre sexualité est devenue l'objet d'un marché mondialisé, savoir qui en sont les acteurs, qui achète et qui vend, j'ai commencé par un petit commerce de quartier, celui de Maurice qui tient le dernier cinéma porno de Paris. Ouais, c'est bonjour. Un modèle économique à m'apporter, c'est plus simple à comprendre que la bourse de Francfort ou le CAC 40. Merci. Monsieur, bonjour. Merci, monsieur. C'est quoi le profil des clients qui viennent? Vous savez, je dis toujours, il y a 3 clients. Il y a les jeunes, la moyenne et les plus anciens. Alors, j'ai appelé ça le DES, DES. Les jeunes, découvertes. Le milieu, entretien. La fin, les souvenirs. Donc, il y a tout le monde, toute catégorie sociale, etc., quoi. Il y a des cadres supérieurs Ben oui. Ben oui, c'est pas réservé qu'à une base de clients. Vous avez des très supérieurs. Dans l'échelle de 1 à 10, ça va de 0 à 10. Maurice a débuté dans la profession dans les années 70 comme projectionniste. C'était après mai 68. Le sexe pour le plaisir n'était plus un péché. C'est bonjour. Oui. À moi. À moi les petits sous. Encore un petit peu. Quand Maurice s'est lancé, les DVD n'existaient pas. Merci. Et pour voir du sexe sur un écran, il fallait oser rentrer dans un cinéma X. J'avais Pépé la menthe. Il m'apportait, à chaque fois qu'il prenait un billet, il m'apportait une poignée de bonbons. J'ai eu un client, il se cachait derrière son journal pour entrer. Alors c'est le seul que l'on remarquait. Les gens passent, vous voyez, la rue est discrète. Alors lui, il se cachait, on l'appelait Le Monde, parce qu'il se cachait derrière Le Monde. Et maintenant, il n'y a plus de journaux, c'est le téléphone portable. Alors vous les voyez téléphoner, puis d'un seul coup, il rentre, et le même va ressortir en téléphonant. Pourquoi le sexe est tellement tabou ici? Vous savez, ça fait 2000 ans qu'on dit que le sexe, c'est fait pour se reproduire et pas pour le plaisir. Voilà. Ça, j'avais compris, le sexe ne sert pas seulement à faire des enfants. Le premier film porno que j'ai déniché date de 1925. Une visite chez le docteur qui se termine en Kama Sutra, l'équivalent de notre scène du plombier piégé par une ménagère
qui lui fait le coup de la panne. Je ne sais pas si le producteur de ce film a amorti son investissement, mais 50 ans plus tard, grâce au sexe, on peut bâtir un empire. Avec Marc Dorcel, j'ai l'impression de rencontrer le roi du porno. Sa fortune, il la doit aux centaines de films de son catalogue qui lui ont rapporté des trophées un peu partout dans le monde. Son talent, avoir compris qu'un film porno ne devait pas se contenter d'un enchaînement d'actes sexuels à consommer sans modération, mais qu'il fallait y raconter une histoire qui fasse rêver les gens. C'était quoi le scénario de ce premier film? Je me suis mis à écrire un petit synopsis comme ça, au pied levé, une histoire vachement simple. Un garçon qui drague une fille à l'arrêt d'un bus, elle l'amène chez lui, enfin une péripétie, une histoire très simple, comme je le faisais pour mes romans photos. Et les spectateurs s'en fichent un peu des dialogues? Je crois pas. Il faut que le spectateur arrive à s'identifier à un personnage. Et pour qu'il s'identifie à un personnage, il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que, pas forcément que du hard. Il faut qu'il y ait des aventures, il faut qu'il arrive des petits rebondissements, qu'il y ait un début et une chute à la fin. Bon, il faut que ça ressemble à un film. Bon, allez, on y va, François, allez, vite. Allez-y, allez-y. Première clé du succès de Marc Dorcel, des histoires de vie qui peuvent être la vôtre ou celle de votre cousine de province. Deuxième idée, tourner non plus en film mais en vidéo. C'est moins cher et les caméras plus légères permettent de suivre les acteurs dans leur moindre déhanchement, tourner des plans très serrés pour faire presque comme si on y était. Le seul métier que les machines ne pourront pas remplacer. On ne pourra jamais remplacer l'homme qui fait l'amour. Avec la VHS, les spectateurs ont pu reléguer leurs vieux projecteurs au grenier. La vidéo, il n'y avait rien de plus simple. Magnétoscope sous la télé, paf, une cassette, et hop, le film sur l'écran. C'était voué au succès, c'était évident. Hein. Aujourd'hui, l'entreprise Marc Dorcel a un chiffre d'affaires annuel de 25 millions d'euros. Après les cassettes vidéo du père, Grégory Dorcel, le fils, a pris la relève pour adapter l'entreprise aux nouvelles technologies. TNT, vidéo à la demande, Internet, et comme une pizza, le sexe est désormais livré à la maison. Les tabous, ils sont tombés dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'à la maison, on consomme de la pornographie, que ce soit sur Internet. C'est le petit truc pour bien commencer la soirée, pour faire plaisir à monsieur ou à madame. Enfin bon, en tous les cas, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie du couple, la vie sexuelle du couple aujourd'hui. Maintenant, dans la sphère publique, dans la rue, etc., bien à l'inverse, le sexe a été complètement banni. Et si vous regardez ce qui était possible dans les années 70, je crois que c'était été de 78, il y a plus de 50% des salles de cinéma qui diffusaient des films X. Cette année, un film français sur 3 sera érotique ou pornographique. Vous aviez les Lui, Playboy, Penthouse, qui montraient toutes les grandes stars françaises du cinéma, de la télévision, nues, exposées dans tous les kiosques. Aujourd'hui, ça serait plus possible. L'émission Colari Coco Boy, qui était diffusée un samedi à 19h45, juste avant le journal télévisé, et qui montrait devant la France entière une Coco Girl qui faisait son striptease en direct. Plus je mets du courant, plus elle se déshabille. Aujourd'hui, toutes ces choses-là seraient complètement impossibles. On n'a jamais eu un tel mouvement conservateur dans la sphère publique. Jamais si peu de liberté. Sur ce marché qui s'élargit et se démocratise, la majorité des consommateurs restent les hommes et le fonds de commerce les femmes. Anna Polina est une jeune femme russe de 21 ans qui vient d'être couronnée à la foire pornographique de Berlin. Elle avait d'abord opté pour le métier d'assistante sociale avant de changer d'avis, apparemment sans regret. Les gens s'imaginent que les femmes sont mal considérées. Déjà dans un premier temps, on s'imagine réellement que les femmes dans le X ne sont que de la viande. Ce qui est absolument faux puisque le X, c'est quand même le seul métier, l'un des seuls métiers où la femme touche un salaire supérieur à celui de l'homme,
où la femme est mise en valeur, où on fera toujours attention à ce que l'actrice aille bien, n'ait pas trop froid, soit à l'aise, tandis que l'homme, il sert réellement un petit peu d'accessoire. Il devient presque un performeur, on a besoin tout simplement de lui comme d'un sextoy, comme d'un gadget, mais en tant que personne, on ne va pas essayer de le mettre en valeur, de le sublimer ou de faire attention à lui. Je peux pas dire qu'il n'y a que du positif, mais j'ai besoin de le faire, j'ai envie de le faire et c'est important pour moi. Qu'est-ce qui vous fait envie? Pour moi, c'est vrai que le X, c'est une certaine puissance aussi pour moi en tant que femme, d'être actrice X sur un tournage. Il y a une réelle poussée d'adrénaline et une vraie... oui, je parle de puissance féminine. Ça peut paraître bizarre, mais c'est exactement ça. Et je me sens vivante, je me sens heureuse et je me sens à ma place. Jouer dans un film X serait un facteur de bonheur. Je ne l'aurais jamais cru. Nina Roberts est entrée à 20 ans dans le milieu porno, après s'être retrouvée seule et sans ressources avec un enfant. Aujourd'hui, à 30 ans, son regard sur le X n'est plus le même. Le porno, c'est pas si rose que ça. Alors c'est vrai que les filles, elles ont tendance à essayer de défendre plus ou moins l'image du porno parce que c'est vrai, on a été très souvent pointé du doigt, bourré de clichés. Donc c'est vrai que tout n'est pas vrai, mais en partie, moi je reste convaincue que choisir un métier comme la pornographie, c'est pas non plus Euro Disney, quoi. C'est pas, on n'y va pas par hasard. Et que une jeune fille épanouie qui a aucun souci va pas se diriger dans un métier tel que la pornographie. Coralie, Nina et Anna, 3 stars du porno qui ont fait partie du grand marché du film X à des périodes différentes. Chacune, à son tour, a fait fantasmer des millions de spectateurs. Il suffisait d'être belle, dénudée, et de savoir mimer le plaisir pour gagner des milliers d'euros. Moi d'ailleurs, j'ai jamais eu de plaisir, mais jamais une seule fois sur mes scènes. C'est pas possible, t'arrives sur un... T'as le mec, tu le connais pas. Salut, on va se tutoyer, dans 2 heures on baise ensemble, ok, qu'il te plaise ou non. Enfin, moi je suis une cérébrale. Voilà, tout fonctionne par là. Donc déjà, le mec, s'il me plaît pas, enfin, si j'ai pas établi un dialogue avec lui, si ça n'a pas duré des heures et des semaines, il a aucune chance. On arrive, hop, bon allez, mettez-vous en position, rentre ton ventre, campe tes fesses, tire ta fesse pour laisser passer la lumière et la caméra, tourne-toi en même temps, donc faut pas avoir une scoliose, quoi. T'es en talons, t'as les bas, ça gratte, t'as du maquillage plein la tête, t'es là et le mec, tu le connais pas, lui, il taille, il tire sa chemise comme ça et tout, il est mécanique. Enfin, qui peut prendre du plaisir comme ça? Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Une star du X de l'époque gagne combien pour une journée? Moi, sur une journée, je pouvais gagner entre 6 et 800 euros. Et aujourd'hui? À l'heure actuelle, aucune fille ne peut vivre, à moins d'être en contrat, et je suis la seule en France, du X, du porno en France. Mais t'as commencé à combien la scène? Alors, je crois que c'était 450 avec anal. Et la crise, alors, c'est à cause de quoi? Pour moi, ça vient d'Internet, la crise. Parce que maintenant, les gens, ils téléchargent. Ils n'ont plus besoin d'acheter des vidéos. Et aujourd'hui, la pornographie, bah, t'as Jackie et je sais pas quoi, deux vieux de 50 berges qui vont au Cap d'Agde, qui vont machin, qui font leurs vidéos de leur nuit de débauche, de machin, en club échangiste, machin. Et ils mettent ça sur Internet et ils se font du pognon avec. C'est vachement moins cher qu'un DVD. Ils n'ont pas besoin de payer l'actrice. Ils font ça en moins de 2 avec une petite caméra et voilà. Sur ce marché mondialisé, la concurrence est violente. Tapez le mot sexe sur Google et vous aurez le vertige. 594 millions de réponses. 300 sites porno créés chaque jour. 2000 € par seconde dépensés pour des contenus à caractère sexuel. Et la pornographie sur le net génère annuellement 3 milliards de dollars. De quoi créer de véritables fortunes personnelles chez les petits webmasters ingénieux, aussi bien que parmi les gros sponsors du net. C'est mieux que la musique et chacun peut créer son propre label. J'en ai découvert un dans une petite commune du Nord près de Douai, celui d'un fabricant de poupées gonflables. Toutes ces femmes appartiennent à Dominique Berger, un ancien boulanger qui est passé sans complexe du levain au latex.
Lorsqu'il s'est installé à Courcelles-lès-Lens, il est resté très discret sur son affaire pour ne pas choquer le voisinage. Il faut dire que ça avait mal commencé. En découvrant son activité, sa banque a refusé de lui accorder un prêt comme à toute entreprise et les transporteurs routiers se sont défilés face aux colis spéciaux que Dominique leur demandait d'acheminer. Il a dû tout gérer tout seul, de la fabrication au transport. Ça, c'est des fausses femmes. C'est des fausses femmes, mais avec le latex, c'est ce qui ressemble le plus près de la peau de l'être humain, quoi. C'est avec ça qu'on fait les préservatifs. Et c'est avec ça qu'on fait des gants chirurgicaux. Donc c'est sain, quoi. Et c'est bien, c'est quand on est les seuls au niveau européen à faire ça, quoi. Mes poupées vont dans le monde entier, c'est sûr. C'est un petit peu comme le bon pain français. Vous avez le bon pain en Amérique, c'est pas le même, quoi. Voilà. Oui, mais enfin, les poupées gonflables, c'est pas des baguettes non plus. Non, peut-être, mais c'est du français. La France, elle est bonne en cuisine, en pain, et puis elle doit être bonne aussi en poupée, hein. Et le profil type du client, c'est quoi? Ça peut être une personne qui achète ça pour s'amuser à trois avec le couple. Ça peut être pour un mec qui est frustré. J'ai même des clients qui m'en ont acheté 3, une blonde, une brune, une rousse, pour avoir une compagnie, puisqu'il était veuf depuis très peu de temps. Et donc, le mec, peut-être qu'il parle tout seul à sa poupée. Il joue, je sais pas, il joue à la cantine, je sais pas. Mais bon, voilà, ça... C'est trop triste. Non, c'est pas triste, pourquoi? Ça veut dire que les gens sont dans une grande solitude, quand même. Ah oui, peut-être, sûrement, oui, sûrement. « 40 femmes en latex sortent toutes les semaines de l'atelier de Dominique Berger. Elles sont vendues près de 200 € pièce. Un bon investissement si on considère qu'une telle partenaire sexuelle est garantie pendant des années. Et les strings. Ça, c'est pour les fausses femmes qui sont sur le marché. Pour retrouver les vraies, je retourne sur le net où je découvre Katsuni qu'apparemment je suis seule à ne pas connaître. Avant de devenir star du X, elle se destinait à être professeure de littérature, plus classique. Aujourd'hui, Katsuni gère une petite entreprise dont elle est à la fois le produit et le patron. Ça vous choque si on vous dit que vous êtes comme un produit? Non, non, pas du tout, puisque je m'utilise moi-même comme produit. Mon nom est une marque, mais je la détiens, je la maîtrise. Je ne suis pas exploitée. Enfin, mon image est exploitée, mais c'est parce que je le veux. Et je l'exploite moi aussi. La preuve, c'est que je produis, j'ai ma société de production, et je produis mes shoots photos, mes vidéos, je les exploite sur mes sites internet. J'ai des contrats de licence, que ce soit dans le milieu adulte pour des sextoys, pour de la VOD, des vidéos, ou que ce soit pour une collection de t-shirts. Donc ça, j'en ai absolument conscience, et pour moi, ça n'a rien de dévalorisant. Pour couronner sa carrière, Katsuni a traversé les océans en direction de la Californie. Pour une star du X, c'est là qu'il faut être. Je découvre que la Mecque du cinéma est aussi un Eldorado du sexe. La San Fernando Valley est surnommée la Silicon Valley pour le nombre de faux seins qu'on y croise. Vivid est le plus grand producteur de cette Porn Valley. Action. Et Kimberley, l'une de ses réalisatrices en vogue. Signe des temps, il y a de plus en plus de femmes dans ce métier qui était auparavant très masculin. Je veux qu'à travers mon regard, la femme soit la plus belle possible, qu'il y ait un éclairage qui la mette en valeur, et que tous les acteurs soient à leur avantage. Alors que certains réalisateurs font faire des scènes en 5 minutes, très basiques. Ce n'est pas ce que j'aime. Aux États-Unis, une actrice connue gagne 1 500 $ par jour, soit le double de ce qu'elle gagnerait en France.
Les acteurs sont si bons. Ils n'ont pas besoin d'être dirigés. J'ai 28 ans. Quand j'étais enfant, c'était encore le temps des VHS. Il fallait trouver la cassette qui était cachée au fond d'un placard. Et pour visionner, on faisait vite avant que quelqu'un n'arrive. C'était la même chose pour les magazines Penthouse. Aujourd'hui, pour les jeunes, ce n'est pas du tout pareil. Ils vous demandent « Qu'est-ce que vous voulez voir ? Une scène entre un cheval et une femme mexicaine ? Je vous montre ça. Pas de problème. Ils ont tellement accès à tout. Dans quelques générations, ce sera encore plus banal. C'est cool. Étonnante Amérique à la fois cool et puritaine, religieuse et follement capitaliste. D'un côté, des citoyens qui ne tolèrent pas le moindre écart sexuel de leurs hommes politiques. De l'autre, les mêmes qui dépensent 2 milliards d'euros par an sur le net pour acheter du sexe. C'est à n'y rien comprendre. C'est difficile d'avoir des chiffres précis de l'industrie du sexe. Ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Et le centre de ce marché pornographique se situe aux États-Unis, particulièrement la San Fernando Valley. C'est ici que sont fabriqués la plupart des produits pour adultes. Vous savez, c'est un business comme un autre. Simplement, ici, le produit que l'on vend, c'est du sexe. Katsuni fait donc désormais partie de cette brochette de stars internationales qui se vendent comme des petits pains sur un marché. Et quand on rapproche les marchés des actrices porno et celui de la prostitution, ça vous fait hurler? Non, pas du tout. Je pense que ça en fait hurler certains ou certaines pour des raisons morales, mais moi je n'ai pas de jugement moral par rapport à la prostitution, ce serait quand même assez gonflé de ma part. On est des professions cousines, mais pour insulter une femme, on va la traiter de pute. C'est triste parce que pute, c'est un métier au départ. On évalue à plus de 20 millions le nombre total de personnes prostituées dans le monde pour un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. On y trouve de tout. Des prostituées qui se vendent dans les vitrines des pays où la prostitution est légale, des mineurs victimes du tourisme sexuel, des otages de la mafia victimes de la traite des êtres humains et des prostituées auto-entrepreneurs installés à leur compte. Vous exercez quoi comme métier? Actuellement, je suis donc travailleur sexuel, donc plus communément appelé prostituée. Est-ce que ça vous choque quand on vous traite de prostituée? Oh là là, n'importe. Je crois qu'il n'y a aucun métier qui a autant de synonymes que le nôtre. Catin, pute, prostituée, péripatéticienne. Non. On va appeler un chat. Je suis pute et je suis fière. Et ça vous choque pas de vendre votre corps, hein? En fait, j'ai un peu de mal avec l'expression « vendre mon corps » parce que ça fait vraiment très marchandise, ça fait vraiment très, je vais être cru, ça fait très boucherie. J'utiliserais plutôt l'expression « prestation de service » parce que c'est vraiment un service qu'on offre à la société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est là, c'est qu'il y a une demande. Donc je veux dire, les travailleurs du sexe en eux-mêmes n'existeraient pas s'il n'y avait pas la demande. Demain, il n'y a plus de demande, les travailleurs du sexe disparaissent. C'est avec la prostitution que vous réglez, vous payez vos études? Je paye mes études, je paye mon loyer, je paye mes vacances, enfin bref, comme un salarié normal. Sauf que, comme je n'ai pas de statut, je ne peux pas cotiser pour ma retraite ou quoi d'autre. J'ai la chance d'avoir une couverture médicale parce que je suis étudiante. J'ai accompagné Christophe et Chloé sur leur lieu de travail à Paris. Ils font partie des 20 000 prostituées recensées en France. Les prostituées étrangères sont les plus nombreuses, alors qu'il y a quelques années, elles ne représentaient que 30% du marché. Chloé et Christophe n'ont pas de proxénètes. Ce sont eux qui fixent les tarifs, le nombre de clients, et ce qu'ils gagnent leur revient directement. Quand ils ne font pas le trottoir, Chloé retourne à ses études d'infirmière et Christophe au bistrot où il travaille comme serveur. Ce qui m'a frappé, c'est l'aisance avec laquelle ils assument leur activité.
Il y a des soirs où vous rentrez bredouille? Ça arrive, ça arrive. Ça peut arriver parce qu'il n'y a pas de clients qui se sont arrêtés. Ça peut arriver parce que des clients se sont arrêtés, ont demandé des choses qui n'étaient pas possibles, qui n'étaient pas dans mes prérogatives. Ça peut aussi arriver parce que les clients trouvent les tarifs trop excessifs. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut rentrer bredouille. Ça arrive de temps en temps, mais bon, on ne fait pas toute une histoire. On revient le lendemain et puis on fait avec. C'est un métier, et en l'occurrence, comme tous les métiers, quand il n'y a pas de travail, on est au chômage technique. Est-ce que le métier a changé avec Internet? Moi, je sais que je n'irai pas travailler sur Internet, personnellement. Moi, je préfère avoir le contact avec la personne avec qui je m'en vais. Je préfère la regarder dans les yeux, savoir avec qui je vais, entendre sa voix plus clairement, voir son attitude, sa gestuelle. Il me semble que c'est moins dangereux. Maintenant, mes copines qui travaillent sur Internet me disent que je suis très courageuse, moi aussi. Prostituées et militants, Chloé et Christophe appartiennent au syndicat des travailleurs sexuels. Un syndicat qui existe depuis 2000 ans et qui veut défendre une profession à peine tolérée en France. Un métier qui risque de tomber encore plus dans la clandestinité à cause des lois qui se succèdent. Pénalisation du racolage passif, pénalisation des clients. Tout ça, c'est absurde et hypocrite au final, parce qu'on vous arrose de sexe toute la journée, on vous vend un yaourt avec une paire de fesses, on vous envoie des spams de fesses, et vous voulez interdire à des gens d'aller assouvir une pulsion naturelle et qui est nécessaire au bien-être physique et psychologique. Qui sont ces grands moralisateurs pour aller dire qui a le droit de se sentir bien dans sa peau ou pas? Alors aujourd'hui, oui, on peut être une prostituée heureuse et oui, on peut en vivre sans être une victime. Pourtant, la grande majorité des cas est plus dramatique. Depuis 30 ans, on assiste à une explosion du phénomène, notamment à cause de la mondialisation et de la facilité à circuler. Il y a 30 ans, il était impensable de voir des Moldaves ou des Chinois sur les trottoirs de Paris. Autrefois, elles arrivaient par camionnette. Aujourd'hui, ce sont des sortes de tour opérateurs qui les acheminent par avion. Ce sont des jeunes filles qui sont vendues par leur famille. Et d'ailleurs, vendues, parfois même, paradoxalement, il faut que la famille paye pour qu'on puisse donner des papiers, des vrais ou des faux papiers, à leur fille pour qu'elle aille gagner de l'argent en Occident, en tout cas dans les pays où il y a des gens pour acheter. Donc c'est comme ça que ça commence. Ça se dégrade très vite, elles partent rarement avec la mission d'aller se prostituer. On leur fait miroiter le fait qu'elles vont trouver des petits emplois qui vont leur permettre de toute façon de mieux vivre que dans leur pays. Prends l'exemple de la Bulgarie, de la Moldavie, de la Roumanie, où la vie n'est pas rose, notamment dans les petites villes. Eh bien, le problème, c'est que très vite, comme ce sont des réseaux criminels qui gèrent littéralement ces réseaux de futures prostituées, on les envoie dans des pays comme en Italie ou en Espagne, ce qu'on appelle un circuit de dressage. C'est-à-dire qu'on va les violer et on va leur expliquer qu'il n'y a plus de chemin en arrière. Et que si elles veulent rembourser leur famille, si elles veulent payer, eh bien, il faut qu'elles se prostituent. Et on va les faire tourner dans les différents pays. Est-ce qu'on a des chiffres sur cette prostitution organisée Chaque prostituée, par exemple, venue de Roumanie, va rapporter à son proxénète, à son réseau, environ 150 000 € net d'impôts. Ce qui, évidemment, est une grosse rentabilité, d'autant que les frais ne sont pas très importants, qu'elles ne sont pas logées dans des endroits merveilleux, et que dès qu'elles commencent à être fatiguées, parce que 10 à 15 clients par jour, c'est pas bon pour la santé à aucun point de vue, eh bien, on s'en débarrasse en les renvoyant ailleurs, et on en va chercher de nouvelles. Est-ce que, justement, on peut donner des chiffres au niveau mondial de ce business, finalement? Eh bien, les estimations de l'ONU, qui est l'organisme international qui travaille sur les chiffres, qui sont des approximations, estiment que l'ensemble des trafics criminels est l'équivalent de ce que produit le commerce légal international chaque année.
Ça veut dire qu'en fait, il y a deux économies. Il y a l'économie normale, des gens qui achètent, qui vendent des biens, et l'économie criminelle. Et ce sont les mêmes groupes, globalement, qui vendent des femmes, des enfants, des armes et des stupéfiants. Comment s'y retrouver entre la liberté de chacun de disposer de son corps et la nécessaire protection des plus faibles? En cherchant des réponses, je me suis heurtée à davantage de questions. Peut-être faut-il faire comme en Allemagne où le rapport marchand à la sexualité est accepté, où le marché du sexe se veut transparent, où c'est un business comme un autre, réglementé, carré, structuré. Oui, peut-être faudrait-il prendre exemple sur l'Allemagne et son industrie du sexe qui rapporte près de 14,5 milliards d'euros par an, où les féministes ont toujours milité pour la légalisation de la prostitution et la liberté de chacun de disposer de sa sexualité. C'est une longue tradition allemande. On s'est toujours dit, si cela existe, il faut réglementer. Il ne faut pas que la prostitution ait lieu dans des coins obscurs, dans des maisons de passe glauques comme avant. Au moins aujourd'hui, on sait qui fait quoi, où ça se passe. On a souhaité réglementer tout cela parce qu'on avait compris très tôt qu'on ne pourrait jamais s'en débarrasser. Berlin, 700 maisons closes. Artemis est l'un des plus grands sex-clubs de Berlin. Ouvert en 2005, il offre 4000 m² de détente et de plaisir. Le propriétaire d'un tel lieu en France serait puni de 10 ans d'emprisonnement. C'est la première fois que je visite une maison close. Cela valait le détour. Ça, c'est le bar, l'espace lounge. Nous avons des tables sur lesquelles les filles dansent le soir. Et là, le cinéma érotique où les filles peuvent aller avec leurs clients. Vous voyez, il y a différents endroits où vous pouvez vous étendre et vous amuser. Alors, qu'est-ce que vous proposez? On ouvre à 11h du matin et on ferme le lendemain à 5h. Vous voyez, ce sont des journées assez longues. Les clients achètent un ticket d'entrée de 80 €. Cela inclut des boissons non alcoolisées, un buffet à volonté à midi et le soir, l'accès au sauna, à la salle de fitness et au cinéma érotique. Pour avoir une fille, c'est 60 € de plus. Cela inclut un French kiss et un acte sexuel. Et si les clients veulent des extras, ils payent 50 € par acte sexuel. De leur côté, les filles payent un droit d'entrée et tout ce qu'elles gagnent leur revient. Je n'ai rien à voir avec leurs bénéfices. L'activité à Artemis est intense, jusqu'à 600 clients par jour, de 18 à 90 ans, qui défilent dans une trentaine de chambres non exotiques. Chaque chambre a un décor différent. Elles ont chacune leur style. Elles ont toutes été peintes à la main. Ici, vous avez la chambre Pompéi. Là, c'est Acropolis. C'est très joli. Voyez les styles. Tout est différent. Dans cette maison close, une centaine de prostituées se relaient. Il y a l'équipe du matin et celle du soir. Des salariés comme les autres qui monnaient leur corps comme un produit. Alors pour vous, le corps d'une femme, c'est un simple produit? Oui, parce que je sais que les filles peuvent s'en accommoder. Elles savent que c'est un boulot pour elles. C'est comme un spectacle, c'est un job. Et les filles peuvent gérer ça. Alors oui, pour moi, c'est comme un produit. Parfois, les clients recherchent de l'amour, pas seulement du sexe. Oui, parfois, ils veulent de l'amour. Et ça, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Et c'est difficile pour les clients de comprendre. Alors, ils se mettent à envoyer des cartes et des fleurs
Je dis toujours aux filles de garder leur distance, d'essayer de les raisonner. Mais pour certains, c'est dur. Même s'ils sont conscients qu'ils payent la prestation, parfois ils l'oublient et se disent « mais la fille est tellement gentille avec moi. Elle ressent sûrement quelque chose. » Mais non, elle ne ressent rien. C'est juste une prestation de service. Pas de sentiment alors? Oui, c'est une prestation de service. Il n'y a pas de sentiment. Et vous, en tant que féministe, ça ne vous choque pas que le corps de la femme soit considéré comme une marchandise? Je pense que si une femme choisit cette activité de son plein gré, si elle veut vendre son corps, si elle demande de l'argent et choisit cette activité comme source de revenus, on n'a pas le droit. L'État n'a pas le droit de s'y opposer et de dire qu'il protège les femmes contre elles-mêmes. C'était comme ça en Allemagne avant. On disait que la prostitution violait la dignité humaine et que c'était à l'État d'empêcher les femmes de violer leur propre dignité. Cette liberté de penser est à l'opposé de ce qui se passe en France, où la tendance est à l'abolition pure et simple du métier de prostituée. Les mentalités sont décidément différentes. Ici, le plaisir est ouvertement un marché. Ici, le sexe se vend dans de grands supermarchés lumineux où l'on vient en famille ou entre copains. Pas question de se cacher pour acheter de la lingerie fine ou des vibromasseurs. Beate Uhse y est pour beaucoup. Cette ancienne pilote de la Wehrmacht a révolutionné le marché du sexe et fait coter en bourse son entreprise en 1999. Beaucoup de gens achètent des actions justement parce que c'est excitant d'avoir une action de Beate Uhse. Aujourd'hui, on achète des actions par voie électronique. Vous n'avez plus de papier, vous n'avez plus rien en main. Mais pour l'introduction en bourse, nous avons vraiment imprimé l'action et les acheteurs pouvaient la rapporter chez eux. Certains l'ont accrochée au mur de leur maison et en étaient très fiers. C'est aussi un super cadeau d'anniversaire ou de mariage. Après l'introduction en bourse, et avec l'argent que cela nous a rapporté, nous avons racheté nos plus grands concurrents dans le Benelux. Beate Uhse est très vite devenue une des plus grandes, ou plutôt la plus grande entreprise érotique européenne. Le sexe aux mains des traders et je ne suis pas au bout de mes surprises. Brême, au nord de l'Allemagne, c'est là que se trouve la plus grande usine européenne de jouets pour adultes. Fun Factory qui fabrique des sex toys ou jouets érotiques immortalisés par la série américaine Sex and the City. Ah! Celui-là, c'est bien, marche. Si je prends ce produit-là, c'est un produit qui a été conçu uniquement sur une idée comment allier fonctionnalité et design. Donc, il ne ressemble pas du tout à un vibromasseur, il a 2 moteurs, il est techniquement parlant, il est très très innovant. Celui-là, c'est notre Rolls-Royce, hein, ce qu'on appelle notre Rolls-Royce. Bon, d'abord parce qu'au niveau design, il est hyper beau, en plus il est hyper fonctionnel et il est en fait hyper intuitif. C'est-à-dire qu'au départ, on le regarde en disant ça fait un peu un extraterrestre, et puis en fait, on le prend en main et on se rend compte, ah oui, c'est hyper intuitif. Et puis on le trouve très très beau, tous. Donc, on l'a fait dans plusieurs couleurs et voilà, c'est notre préféré. L'industrie mondiale du sextoy pèse 22 milliards d'euros et représente un marché en pleine croissance. Ici, on produit 3000 à 5000 pièces par jour. Ça va des boules de geisha au vibromasseur design.
La période de pointe, c'est entre septembre et février. Il faut être prêt pour Noël et pour la Saint-Valentin, où ces cadeaux d'amour conçus par des ingénieurs électroniciens font fureur. Qu'est-ce que vous faites là? Je vérifie les batteries pour voir si ça fonctionne bien. Et vos parents n'ont rien dit quand vous leur avez dit que vous travaillez ici? Ce sont mes parents qui m'ont trouvé le job. Ce ne sont pas des produits de luxe, mais que tout le monde en fait peut s'offrir. On ne fait pas des vibromasseurs à 500 €. On ne fera jamais non plus ni en or, ni avec des cristaux Swarovski. C'est pas du tout notre cible. Les sextoys de Fun Factory sont distribués en Amérique, au Canada, en Argentine et en France. Chaque pays impose sa propre réglementation. Il faut savoir s'adapter. Et que dit la législation allemande sur ça? Alors, il y a une loi qui est très carrée, qui dit en fait, qui discerne le pornographique. Donc, tout ce qui est pornographique, c'est une question de degré, c'est-à-dire c'est un sexe d'homme érigé à plus de 30%. Et pour la femme, c'est l'ouverture des jambes à plus de, je ne sais plus combien de pourcents. Donc ça, c'est la loi, ce qui est pornographique. Par contre, un sextoy, ce n'est pas pornographique. En France, c'est très différent. En France, oui, surtout depuis quelque temps, il y a une certaine emprise du religieux dans le domaine de la vente et du sextoys. Il y a tout un mouvement en ce moment qui essaye de faire classifier le sextoy comme un article pornographique. Si on compare, mettons, avec la Suède, en Suède, les sextoys sont vendus en pharmacie. Et il y a même certains sextoys qui sont vendus sous prescription médicale. Époque oblige, les Allemands ont de sérieux concurrents, les Chinois, dont direction la Chine, premier exportateur mondial et deuxième puissance économique derrière les États-Unis. La Chine, 1,36 milliard d'individus et une production de sextoys qui explose. Ben Cavender est un économiste américain installé en Chine et spécialiste du business du sexe. La production des sextoys en Chine représente un marché de 3 milliards de dollars. La consommation locale de ces produits n'est que de 5 à 10%, soit un marché de 300 millions de dollars. Et c'est un marché en pleine croissance. La consommation gagne 20% par an. C'est ce qui s'est produit les 5 dernières années et qui va sûrement se passer au cours des 5 prochaines. C'est dû à l'influence culturelle des pays étrangers. Fabriquer des sextoys est mieux toléré par les Chinois qui y voient une occasion de faire du business. Et les Chinois sont d'excellents businessmen. L'usine de JB à Shenzhen, à 1500 km de Shanghai. Ici, on fabriquait des pièces détachées d'automobiles et du matériel médical. Désormais, on y fabrique des sextoys. C'est plus tendance et plus rentable. On va visiter notre atelier. C'est l'atelier où se fait l'assemblage des petits accessoires. On a une centaine d'ateliers comme celui-là, ils fonctionnent bien. Monsieur Li dirige l'usine depuis 1989. Nos produits sont partout dans le monde et occupent environ 68% du marché mondial. On exporte dans plus de 50 pays, on fabrique plus de 180 marques et ils sont tous produits ici. Le développement de l'entreprise a pu se faire grâce à l'ouverture économique de la Chine dans les années 80, qui a attiré les investisseurs étrangers. L'usine de M. Li emploie 2000 collaborateurs. Les ouvriers sont en majorité des filles, jeunes, qui viennent des 4 coins de la Chine. Malgré la croissance économique particulièrement soutenue depuis les années 80, la population reste relativement pauvre. La majorité des sextoys fabriqués ici par ces ouvrières sont destinés à l'exportation, soit de 5 à 10 millions de produits par an, selon les saisons.
Est-ce que vos amis vous ont posé des questions embarrassantes sur votre travail? Non, pas vraiment. Des fois, ils me demandent « Qu'est-ce que vous fabriquez dans cette usine ?» Je leur réponds « Notre usine fabrique des prothèses pour le corps. » Voilà ce que je dis. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces objets? Mais non, non, non. En Europe et aux États-Unis, ce qui se vend le mieux, ce sont des produits très design avec une télécommande. C'est vraiment ce qu'ils préfèrent parce que c'est très efficace. En Allemagne, les gens veulent des produits chics avec une vibration très forte. En Asie, on demande des choses plus petites mais avec des formes variées. En Europe, un modèle peut se vendre pendant une dizaine d'années. Shanghai, c'est la ville la plus peuplée de Chine, une des plus grandes mégapoles du monde. La Chine reste une société très conservatrice. Les gens sont encore gênés de rentrer dans un sex shop qui a pignon sur rue. Les consommateurs de sextoys sont de jeunes cols blancs. Ils ont de 18 à 35 ans. Ils ont fait des études supérieures. Ce sont donc des cadres, pas uniquement des hommes, mais de plus en plus de femmes. Quand avez-vous utilisé un sextoy pour la première fois? Comment vous y avez pensé? Oh là là! Ça, c'est un secret, je peux pas vous le dire. Moi-même, je ne sais plus. Attends, je réfléchis. La première fois, une amie m'a offert un œuf vibrant pour mon anniversaire. Ça devait être un truc comme ça, je pense. Non, 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 c'est pas ça. Combien de fois l'avez-vous utilisé? Je l'ai utilisé une ou deux fois et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et quand vous avez reçu ce cadeau, vous l'avez trouvé comment? J'ai trouvé ça mignon. On peut le faire fonctionner par télécommande. Donc on peut régler la vitesse et j'ai trouvé la forme sympa. Quand Hélène a ouvert sa boutique en 2008, on lui jetait des regards réprobateurs. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça, c'est un produit chinois de très bonne qualité. Les diamants sont très solides. Vous pouvez l'utiliser pendant longtemps, ils ne tomberont pas. C'est un très bon vibromasseur. Vous n'avez pas de film pornographique? Si vous viviez en Chine, vous ne poseriez pas cette question. Parce que les films X sont interdits en Chine. Pour être plus précise, le gouvernement chinois interdit strictement tout matériel audiovisuel touchant au sexe, que ce soit des films érotiques ou porno. Donc on n'a pas le droit de vendre ce genre de produits. C'est dommage. Le marché du sexe le plus lucratif reste celui de la prostitution. Le chiffre officiel est de 3 millions de prostituées. Certains économistes chinois avancent le chiffre de 20 millions de prostituées. Ici, comme ailleurs, les données sont invérifiables, tant l'économie souterraine régit le marché. Les prostituées chinoises opèrent dans les karaokés, dans les discothèques, dans les salons de massage et surtout dans les hôtels où elles sont souvent chargées de missions dignes des films d'espionnage. Il y a des pays comme la Chine qui ont fait de l'espionnage par le sexe une industrie avec un savoir-faire très élaboré. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de jeunes femmes qui sont payées, entraînées à attendre dans les halls d'hôtels, dans les bars, dans les boîtes de nuit,
les hommes d'affaires occidentaux, à les approcher, à flirter avec eux, pour ensuite se rendre dans leur hôtel, dans leur chambre, et pas tellement pour recueillir des confidences, mais plus pour récupérer leur BlackBerry, les données qu'il peut y avoir dans leur BlackBerry, copier le disque dur de leur ordinateur, bref, ou photographier les papiers qu'ils peuvent avoir. Mais c'est encore quelque chose d'extrêmement répandu. En Grande-Bretagne, le MI5 et le MI6 font des formations auprès des dirigeants pour leur expliquer ce qui va se passer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un certain nombre d'entre eux tombent quand même dans le panneau. Le sexe comme une arme, sinon de guerre, en tout cas économique. Une arme économique et géopolitique, oui. Dans cette société chinoise traditionnelle, j'apprends que l'espionnage industriel sur l'oreiller est un sport national et que les vibromasseurs fluorescents sont les plus vendus de la planète. J'ai bien compris, ici comme ailleurs, la logique économique est plus forte que tout. Sur ce marché de géants, le cinéma de Maurice me semble désuet. Des équipes viennent encore tourner une dernière fois comme on le ferait dans un musée. Ah, toute ma jeunesse. Action! Vous savez, c'est comme les boulangeries ou la charcuterie dans les petits pays, tout ferme. Bon, bah là, le cinéma X dans une grande ville fermera. Cut. Action! Un regard furtif, Claire. Oh non, c'est trop là. Ouh là là, cache-moi tous ces seins. Dans la réalité, on fait pas ça. On sort pas les seins d'une femme au cinéma. Action! Allez, on plie dans la voiture et tout ça. Allez chercher la voiture, on va se retrouver à tomber. Un jour, on chantera la dernière séance. Je partirai comme je suis venu, sur la pointe des pieds.